Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. Alia Story un peu particulière aujourd'hui puisque c'est celle d'Oren Toledano. Bonjour Oren. Bonjour. Alors on est ravis de vous recevoir parce que vous avez un parcours, on va dire, un peu atypique. J'espère en bien. Mais bien sûr. Donc en très brièvement, vous êtes arrivé en Israël, vous aviez 17 ans. Vous avez aujourd'hui 39 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous vivez à Jérusalem. Exact. Mais entre-temps, il y a eu plein de choses. Il s'est passé quelques petites choses. Alors, pourquoi avoir choisi Jérusalem ? Puisque vous avez atterri à l'université de Jérusalem, d'Arat Sophie. En réalité, je n'ai pas atterri à Jérusalem. J'avais Jérusalem en tête depuis le début parce que, comme beaucoup d'Olim, et Jérusalem, ça représente un aboutissement. Mais j'ai commencé mes premiers pas dans le nord d'Israël, dans un kibbutz, pendant 6 mois, où j'ai appris l'hébreu. Donc, c'était un kibbutz en Emek Israël, un kibbutz très intéressant. C'était la grande époque de l'Alia russe. Donc, j'étais plus ou moins le seul Français. Vous avez appris le russe aussi ? Non, je n'ai pas appris le russe. C'était intéressant. On devait travailler, se lever tous les matins, autour de 4 heures du matin, pour aller travailler dans les champs et étudier l'hébreu l'après-midi. C'était une période assez intense pour un jeune Français de 17 ans et qui m'a, je pense, beaucoup formaté pour la suite. Oui, parce qu'on dit que, contrairement aux Français, les Russes sont hyper sérieux dans l'apprentissage de la langue. Ils étaient sérieux dans l'apprentissage de la langue. J'étais quand même meilleur qu'eux par rapport à ça. Mais du fait d'être isolé dans un kibbutz comme ça, avec des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, qui ne parlent pas votre langue, etc., ça met en condition et ça formate. C'est ce que j'ai comme ça que j'ai vécu cette expérience avec beaucoup de réflexion interne et de planification pour la suite. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de temps avec moi-même pendant ces mois-là pour faire un plan. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de faire. C'est grâce à cette période au kibbutz où j'ai pu créer un petit peu dans ma tête l'imagination ou l'idée de ce que je voulais faire les 10 prochaines années. C'est très important de planifier, paraît-il. On dit pour ça que l'Alia et l'intégration prennent du temps. Et souvent, quand on vient de France notamment, les gens sont pressés. Ils veulent vite finir, vite les études, vite, comme si on avait une date butoir. Et ça, c'est une grosse erreur quand on monte en Israël. Je dirais même plus, il y a une planification qui est une planification technique, qui est très importante. Mais il y a une mise en condition psychologique qui n'est pas moins importante. Et il y a une projection qu'il faut créer. Il faut se projeter dans le futur et s'imaginer quelque chose qu'on veut être, se rêver ou rêver son parcours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut oser faire, il faut essayer de lancer la pierre très loin, disons, dans cette période de temps. Et ça met un temps pour arriver à ça. Une fois qu'on a ça et qu'on est motivé, qu'on s'est chargé de cette volonté, on peut arriver à pas mal de choses, à mon avis. Alors, c'est exactement ce qu'on va voir avec votre parcours. Donc, vous quittez le kibbutz, vous arrivez à l'université de Jérusalem. Qu'est-ce que vous étudiez ? Alors, d'abord, j'ai fait comme j'ai continué à apprendre l'hébreu parce qu'il y avait j'avais quelque chose en tête. Je voulais parler comme un Israélien. Je voulais pas être différencié. Pas parler comme nous avec un super accent français. Je voulais pas que les gens sachent que je suis immigrant. Donc, j'ai continué après les 6 mois à l'Ulpan du kibbutz. J'ai continué 1 an à la Mechina de Jérusalem à apprendre l'hébreu et à me préparer à l'université. Et j'ai étudié là-bas ce qu'on appelle les études du Moyen-Orient, moyen-oriental, l'arabe et les sciences politiques. J'ai fait ça dans le cadre d'un programme militaire qui s'appelle la Touda Academite, qui est la réserve académique de l'armée, où je savais d'entrée qu'après mes études, je servirais au minimum 6 ans d'armée. Et donc, j'ai choisi aussi des études qui pouvaient avoir un apport assez intéressant par rapport à mon futur service militaire. Vous saviez déjà où vous alliez servir ou pas encore ? Non, je ne savais pas. Inconnu. J'avais aussi très peu de savoir dans ce domaine-là. Je ne connaissais pas les unités, je ne savais pas exactement ce qui pouvait se passer. Bon, je connaissais les parachutistes, les tanks, etc. Mais j'avais encore une fois une idée, hein, j'avais un espoir, j'avais quelque chose qui me trottait dans la tête. Vous vouliez faire quoi ? Je voulais faire quelque chose qui pouvait mettre en avant mes capacités personnelles et mon savoir-faire dans plusieurs langues, etc. Donc j'avais quelque part en tête l'idée de servir dans une unité de renseignement,
sans savoir exactement quelles étaient les unités de renseignement et comment ça marchait au sein de l'armée. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour vous. C'est passé. Dans le dernier mois de mes études, j'ai été contacté pour passer une batterie de tests à l'armée. Et j'ai rencontré des gens très intéressants pendant cette période-là, des gens qui ont plus tard été mes officiers, mes chefs. Et finalement, je suis arrivé dans une unité qui, à l'époque, était secrète, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est très prestigieux, c'est tout le monde en connu, parle. tout le monde en parle. Ça a été décidé pendant mes premières années à l'armée. L'unité même a décidé de sortir et d'être publique. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Shmone Matai, une unité 8200. Et qui est l'unité de renseignement la plus importante de l'armée, d'une part par sa taille, parce qu'elle est très grande, et deuxièmement, parce aujourd'hui, elle permet à Israël d'avoir 80% de ses renseignements sont produits par cette unité. 80% de tous les renseignements qui sont créés en Israël sont créés par l'unité Shmone Matai, qui est une unité de SIGINT. Je vais vous dire en 2 mots ce que ça veut dire. C'est une unité de Signal Intelligence, c'est-à-dire qu'elle crée des renseignements technologiques par toutes les informations qui sont diffusées dans le monde, que ce soit dans les airs ou sous terre. Ouais, c'est une recherche comme une petite fourmi dans tous les... C'est ça Aujourd'hui, c'est chercher une épingle dans une botte de foin, parce qu'il y a tellement d'informations, de data, c'est les autoroutes de l'information dont on parle depuis quelques années, qu'aujourd'hui, les challenges ont évolué, même depuis les premières semaines où j'ai servi dans cette unité, et à la fin de mon service, qui finalement a duré 8 ans, la technologie et la façon... Vous n'aimez pas du tout Israël, donc... et la façon dont on trouve des renseignements a changé complètement. Mais ce qui m'a permis avant tout de comprendre pendant que j'ai servi dans cette unité, c'est le potentiel humain qui existait en Israël. C'est quelque chose... On connaît Israël, on connaît les Israéliens, on a une certaine idée. Et tout d'un coup, j'ai eu accès à une élite israélienne. Il y a des jeunes gens qui étaient, pour la plupart d'entre eux, plus jeunes que moi, parce que je suis venu avec déjà un diplôme en main. Pour la plupart d'entre eux, ils sont venus sans diplôme, d'un niveau que je ne connaissais pas. Vous n'imaginiez même pas. Je n'avais jamais rencontré, ni à l'école en France ou ailleurs, des gens qui réfléchissaient d'une certaine façon, très avancée, qui étaient très courageux, qui avaient une indépendance de réflexion qui était unique. Et donc, j'ai beaucoup appris pendant cette période-là, pendant les premières années. Et puis, par la suite, j'ai pu enseigner aussi. C'est-à-dire, j'ai pu faire partie intégrante de l'unité, au moins dans mon esprit. C'est-à-dire, pas seulement être le nouvel immigré qui a eu accès, mais être aussi une partie intégrante et dans l'ADN, disons, de l'unité, parce qu'au bout de quelques années, finalement, on fait partie du paysage. C'était une fierté pour vous ? C'est une fierté. Après 1 an, j'ai fait le cours d'officier, j'ai pris des responsabilités plus importantes au sein de l'unité. J'ai eu accès finalement au grade de commandant, et avec des responsabilités dans des domaines qui étaient des domaines parmi les plus importants pour la sécurité d'Israël, et avoir accès à des informations qui vont directement au Premier ministre, qui effectivement créent des décisions qui sont des décisions de vie ou de mort, etc. Sont des choses qui sont très importantes. Et souvent, je me rappelle que j'avais cette réflexion à des moments qui sont des moments clés, des situations qui sont dangereuses ou importantes, de me dire qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'étais pas là, si j'étais en France, si j'avais continué des études. Après le lycée Claude Bernard, si vous étiez resté à Paris, j'avais fait des à la études fac, de droit, je sais pas qu'est-ce que j'aurais été finalement à mon âge maintenant, et maintenant où je suis, et quelle chance j'ai eu d'avoir osé, et d'avoir espéré réaliser ce que j'avais en tête. Et finalement, c'est possible. C'est quelque chose qui est possible. Et on a l'opportunité en Israël, en venant, de réaliser des rêves qu'on n'osait même pas imaginer ou rêver. Pas rêver. Voilà. Ouais, c'est extraordinaire. Alors justement, vous faites 8 ans de service. On doit être complètement déphasé quand on sort de là. Oui, là, mon français est mieux que ce qu'il était à la fin de cette période-là. Je parlais pas du tout français pendant cette période-là. Et on est déphasé, on vit dans un autre monde. J'appelle ça, moi, la Matrix. C'est comme le film. On vit dans la Matrix, et après on doit revenir dans le monde normal. Et j'ai décidé de faire ça par le biais d'une mission en France
que l'agent juif m'a donné, de partir en France pendant 3 ans et de diriger la délégation de l'ALIA en France entre 2008 et 2011, qui était encore avant la vague importante de l'ALIA, mais bon, c'était quand même autour de 2000 Olim par an dont on s'est occupé. Et utiliser un petit peu mon savoir-faire et ma façon de réfléchir qui a été acquise à l'armée pour des domaines qui sont différents et des domaines qui étaient chers à mon cœur. De faire venir d'autres juifs, de leur donner la chance de vivre aussi intensément que vous l'avez fait. Je dois dire que c'est pas simple de revenir en France. Ça devient difficile. C'est difficile. On doit reprendre des petites habitudes françaises. On doit changer son rythme de vie. Et surtout, comme vous l'avez dit, après une période qui était, c'est long. Qui était différente, très différente. Donc c'était très intéressant, mais aussi très très important. Et pour moi, une partie de la même mission que je m'étais donnée en venant en Israël, de faire quelque chose pour l'État, une partie peut être faite par le biais de l'armée et aussi par le biais d'organisations sionistes et d'agents juifs. Oren, vous êtes vraiment un cas à part parce qu'en général, les soldats qui servent dans cette unité prestigieuse de renseignement, ils intègrent tout simplement le monde de la high-tech et puis ils font du business, ils font de l'argent, forcément, ils mettent tout leur savoir-faire à leur service et puis voilà, ils réussissent, ils s'intègrent, ils travaillent, ils continuent leur vie. Vous avez dit non, je voulais faire quelque chose qui donne un sens à ma vie. Encore. C'était pas suffisant. C'est vrai, mais je dois dire que quand je regarde en arrière, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils ont continué aussi le sionisme en créant des entreprises. J'exagère un peu. C'est ma propre réflexion. Hein, en créant beaucoup d'emplois en Israël, en faisant venir des capitaux internationaux, etc. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je sais respecter plus. À l'époque, pour moi, c'était plus old school. Je voulais faire du sionisme comme c'est écrit dans les livres. Et donc, dans l'histoire que je m'étais racontée de ma propre vie... il fallait passer par ce mouvement de militantisme. Il fallait faire venir, prendre des juifs par la main, les faire monter dans l'avion, les faire venir. Voilà, ça veut dire que je fais du sionisme réel. Et je suis très heureux d'avoir fait ça. Je pense que ça m'a apporté pas moins que quelqu'un qui a fait du business après dans la high-tech. Et on a encore, j'espère, j'ai encore quelques années pour faire d'autres choses, donc c'est possible aussi. Bon, alors après ces 3 ans à Paris, à la direction du pôle Alia, on va dire, de l'agent juive, vous êtes revenu en Israël, bien évidemment, et puis vous avez créé Israel Tech Challenge. En gros. En très gros. Pendant la dernière année où j'étais en France, j'ai fait venir un jeune officier qui servait aussi dans mon unité, qui était également originaire de France, Raphaël Ouzan. Vous étiez nombreux, les francophones, dans cette unité? Pas du tout, c'est rare. Lui et moi, on ne se connaissait pas quand on était dans cette unité. C'est seulement par la suite où j'ai entendu parler de lui, et je l'ai fait venir quand j'étais déjà le directeur de l'agent juive, pour qu'il parle à des lycéens en France. Et pendant ces quelques jours qu'on a eu ensemble à Paris, on a eu cette idée un petit peu de créer une plateforme pour attirer des talents technologiques du monde entier pour les besoins d'Israël, qui sont des besoins très divers. Et aujourd'hui, ces besoins sont clairs. Il y a un manque assez important d'ingénieurs et de développeurs en Israël. Et donc, l'idée était de sélectionner, de trouver ces jeunes gens de haut niveau, les sélectionner et les faire venir dans des programmes qui les intégreraient dans le futur dans l'industrie israélienne ou ailleurs. Alors, la grosse différence avec d'autres programmes, je crois, c'est que vous avez... d'abord, vous avez bossé longtemps sur ce projet. Je crois que vous avez bossé plus d'1 an. C'est comme tout entrepreneur. Il y a une période d'incubation du projet qui est longue et qui n'est pas forcément sous les projecteurs. C'était une période pour moi d'1 an où j'étais seul. Et encore une fois, ça revient à des périodes où il faut planifier pour la suite, où on se regroupe sur soi-même, on réfléchit. Avant de se déployer. Voilà, exactement. Et donc, c'était une période assez intéressante où j'ai eu l'occasion de parler beaucoup du projet, de créer des partenariats importants avec l'agent juif, avec le bureau du Premier ministre. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que le bureau du Premier ministre était partie prenante dans votre projet. Et toujours, j'imagine. Il est toujours, oui. Au sein du bureau du Premier ministre, il y a un bureau supplémentaire qu'on appelle Matea Cyber Leumi, le bureau du cyberespace, disons, israélien. J'adore, on dirait James Bond. Et qui est responsable de toute la cybersécurité en Israël et entre autres responsable du capital humain
qu'il faut développer et continuer à faire grandir dans ce domaine-là. Et donc, ils étaient très intéressés par cette idée et ont donné depuis le début des fonds pour permettre à Israel Tech Challenge d'être créé et par la suite à continuer à se développer. Donc, c'est aussi une autre façon de militer c'est la continuation. Pour Israël. Autrement, des projets, Oren ? Alors, d'abord, Israel Tech Challenge a bien grandi. Aujourd'hui, on s'occupe de 150 personnes par an. On veut grandir d'une façon très importante ces 5 prochaines années et en fait, être nous-mêmes, Israel Tech Challenge, la solution au problème des ingénieurs en Israël. C'est-à-dire qu'on voudrait... À la pénurie d'ingénieurs on voudrait être Israël, la solution et traiter 10 000 personnes d'ici 5 ans. Wow. Donc, il y a encore une fois, sous ce projet qui a été créé, il y a une réflexion en profondeur sur un encore plus grand projet qui pourrait démarrer l'année prochaine. Et à ce moment-là, créer Israel Tech Challenge d'une façon beaucoup plus importante pour s'occuper de beaucoup plus de personnes. Et si on arrive à mettre ça à flot, c'est une chose, ce serait quelque chose de très intéressant. Et pour ma part, une réalisation importante. Pour la suite, ça peut être dans le domaine de l'entrepreneuriat, start-up, etc. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Eh bien, écoutez, Oren Toledano, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Un parcours d'Alia vraiment passionnant, original et magnifique. Franchement, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup d'être venu, de vous être livré en toute simplicité. Voilà. À très bientôt, Oren. À bientôt, merci. Ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.